Radio J. Médiasphère, Emmanuel Aumonier. Radio J. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Médiasphère, l'émission qui s'intéresse de près ou de loin aux médias. Aujourd'hui, on s'intéresse à la publicité avec peut-être le publicitaire le plus connu aujourd'hui en France, Jacques Séguéla. Bienvenue, bonne soirée. Vous allez passer une bonne soirée avec nous et avec tous les auditeurs de Radio J, je l'espère. Bonsoir à vous tous et d'abord bonsoir à vous toutes. Alors, vous avez commencé votre carrière pas du tout dans la publicité. Pourtant, vos parents, qui étaient médecins, voulaient faire de vous un pharmacien. Alors, pourquoi ce début de carrière un peu en bifurcation ? Parce que j'ai été le plus grand cancre de l'histoire de l'éducation nationale. J'ai mis 8 fois à passer mes bacs. 8 fois ? 8 fois. Pour la raison simple que j'étais... à Montpellier, mon père et ma mère étaient à Perpignan, ils étaient médecins, mon père était le grand radiologue de la ville, mais il avait fait ses études chez les jésuites, et donc il voulait que son fils fasse ses études chez les jésuites. Il n'y en avait qu'à Montpellier. Mine de rien, aujourd'hui ça paraît à côté, à l'époque c'était, je parle il y a 90 ans, à l'époque c'était enfin pas 90, mais 80 ans. À l'époque, c'était injoignable, jusqu'au jour où il m'a rapatrié à Perpignan, parce que je faisais les 100 coups là-bas de l'autre côté, et je me suis retrouvé externe. Et entre de la clinique de mon père au lycée, au milieu, il y avait un cinéma. Il y avait trop de tentations. Et la première fois, je regardais le cinéma, la deuxième fois, j'ai regardé les affiches, et la troisième fois, j'ai poussé la porte. Et à partir de là, je suis allé toutes les après-midi au cinéma. Et est arrivé ce qui est arrivé. J'ai raté complètement mon année. C'était l'année du bac. Il y avait de la publicité au cinéma aussi. Il y avait de la publicité, pas encore. Si, il y avait de la publicité locale qui était très mal foutue. Mais genre mineur, ça va arriver un peu plus tard, à Paris. Alors, vous continuez quand même, bon an, mal an, vos études un peu loin de la publicité au départ. Et puis, je crois que vous obtenez quand même un doctorat. Oui, vous n'étiez pas un cancre quand même ultime. Voilà. Ma mère m'a sauvé la vie parce que mon père a dit à ma mère, écoute, j'ai lu dans le Figaro que l'éducation nationale était en train d'engager des orientateurs pour aider les élèves en difficulté. Tu devrais aller les voir à Paris. Et je pars avec ma mère à Paris. Ma mère avait 20 ans, était belle comme tout. 20 ans. Elle m'avait eu à 20 ans, elle était belle comme tout. Moi, c'est la première fois que je voyais Paris. On arrive dans un immeuble un peu pourri, au deuxième étage, sans ascenseur. Je dis, c'est ça l'éducation nationale? Moi, je crois que c'était les colonnes, c'était comme l'Assemblée nationale. Bon. Et là, il y a un sexagénaire un peu dégatique qui me dit, écoutez, je vais vous faire un test. Et il me sort des papillons, c'était le test de Rorschach. Et moi, j'étais tellement en rage qu'un mec puisse se permettre de juger de mon intelligence en me montrant les papillons, que je lui racontais n'importe quoi, parce que j'étais un enfant terrible, indomptable. Donc vous avez été mal noté? Bon, j'ai été mal noté, et à la fin, il a dit, écoutez, à ma mère, je suis obligé de le dire devant votre fils, ce garçon n'a aucune qualité intellectuelle, il faut le destiner aux travaux manuels. Et ma mère m'a pris dans le bras et m'a dit, mon fils, le cancre, ce n'est pas toi, c'est lui, viens, je t'amène au théâtre. Elle a eu une bonne réaction, alors. Voilà. Je ne connaissais pas le théâtre, il n'y avait pas de théâtre à Perpignan à l'époque. Et donc, ce soir, on est allé voir une pièce de Pierre Brasseur avec des Ken magnifiques. Moi, j'étais émerveillé par ça. J'ai tenu ma mère réveillée toute la nuit pour lui dire, mais parle-moi plus de la culture, tout ça. Elle téléphone à mon père, elle lui dit, écoute, je reste une semaine de plus avec le petit à Paris, parce qu'il a besoin d'un bain culturel. Tous les matins, c'était 3-4 galeries. Tous les après-midi, c'était 2-3 musées. Tous les soirs, c'était 2 pièces de théâtre. Ça durait une semaine et ma vocation en est là. Et mon père m'a dit, écoute, sois pas chirurgien, tu tuerais les gens. Mais va dans la pharmacie, c'est un métier qui peut te plaire parce que c'est la rencontre avec des gens, tu peux faire travailler les autres, etc. Et je me suis retrouvé docteur en pharmacie. Et vous en profitez pour étudier les plantes médicinales. Mais alors là,
c'est peut-être un peu un prétexte. Vous partez avec un ami pour aller faire le tour du monde en 2 chevaux. Alors déjà, on voit que vous avez un peu le sens de la publicité. Vous vous faites sponsoriser d'une part par Citroën et puis d'autre part par, je crois, une ou 2 autres sociétés. Avec Jean-Claude, mon ami, mon âme et mon arme de vie, on a inventé le sponsoring. Parce qu'on a écrit, je crois qu'on a écrit à 200 sociétés. Les gens ne connaissaient pas ça. Ils disaient, mais vous êtes fous, à quoi ça va me servir de mettre mon nom sur votre portière, etc. Puis on en a trouvé 4 ou 5 qui ont quand même permis de faire le voyage. Vous êtes un précurseur du 4L Trophy, vous connaissez le 4L Trophy? Oui, c'est un peu ça le principe. Hein. Et donc, le voyage, j'avais demandé à mes maîtres de faire comme thèse l'étude des plantes médicinales, des marchés des plantes médicinales, en fait des drogues. Mais il m'avait autorisé. Il fallait les tester aussi alors ou pas? Mais je n'ai pas vu. Moi, j'ai traversé des déserts. On a traversé 6 déserts. On a traversé je ne sais pas combien de mers. Et ça, je n'ai jamais vu. Je n'ai pas vu une plante médicinale. Je n'ai pas vu une plante médicinale. Bon, donc je suis revenu tout penaud devant les maîtres qui m'ont dit, écoutez, comme vous avez été sympa, parce que j'avais un accord avec le Midi Libre, pour leur envoyer un article par mois. Et chaque fois, je disais bien la faculté de pharmacie. Vous faisiez de la pub aussi. Et puis, je faisais la pub. Il m'a dit, écoutez, vous avez une deuxième chance, changez de sujet. J'ai pris comme sujet l'officine à l'heure de l'Europe. Et j'ai été reçu avec mention très bien. C'est la première fois de ma vie. Je suis passé de cancre à major. J'ai été reçu avec double mention très bien. Alors, ça ne vous convainc pas pour autant de rester dans la profession, puisque après, vous vous engagez comme reporter chez Paris Match. Alors là, à Paris Match, vous allez découvrir l'importance des images et le poids des mots. C'est une phrase que vous aimez bien. Que j'aime bien, qui est le Roger Théron, le grand patron de Match, qui a été mon premier patron. Toute ma vie, je l'ai appelé patron. Et c'est lui qui a écrit ce plus beau slogan. Qui soit de la presse, le choc des photos. Et pourquoi alors vous destinez, enfin je ne sais pas si c'était une destinée, mais en tout cas faire ce choix de se dire, bon bah voilà, je sors d'un doctorat de pharmacie, je tente ma chance à Paris Match. Parce que moi je n'ai jamais décidé de ma vie, c'est ma vie qui a décidé pour moi. Et je suis arrivé à Paris, j'ai frappé à la porte de Citroën pour leur dire, écoutez, voilà, j'ai fait le tour du monde, et puis c'est formidable, ils nous ont racheté ma voiture, ce qui m'a permis d'avoir un peu d'argent, à l'Argus. Elle était évidemment en 1000 morceaux, elle est au musée du Mans, elle est toujours là-bas. Et ils m'ont dit, il faut écrire un livre. J'ai dit, mais écoutez, mais moi je ne suis pas un écrivain. Écris un livre. Bon, tu écris toute l'après-midi, puis le soir tu viens nous voir et nous on corrigera. Et donc ils m'ont appris à l'écriture. C'est mon 30e livre qui vient de sortir, donc je ne les remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont fait écrire tant de livres. Et à Paris Match, vous allez apprendre à écrire aussi. J'ai appris à écrire parce que le patron de Paris Match, le propriétaire de Paris Match, qui était le patron de la Lénière, une grande fortune française, les Prouveau, tombe par hasard sur mon livre et dit à Roger Théron, justement, écoute, voilà des globetrotters, pourquoi on n'en ferait pas des reporters? Engage-les. Baudot n'a pas pu suivre, mon compatriote n'a pas pu suivre, parce que lui a dû partir faire son service militaire. Moi, j'avais 2 ans d'avance, 2 ans de plus de possibilités, parce que j'étais docteur en pharmacie, j'étais dans le service médical. Et donc, j'ai commencé tout à fait par hasard ma vie chez Paris Match. Je n'avais jamais été reporter de ma vie. Et vous traitiez de quoi comme affaire essentiellement? Roger Théron m'avait dit, écoute, toi comme tu connais rien, tu vas faire la nuit. Parce qu'aucun il fallait qu'il y ait un service de nuit, mais aucun reporter ne voulait faire la nuit. Ils bringuaient tous dans tous les dans tous les caveaux de Paris. Théron me dit, écoute, si tu vois que les téléprompteurs s'activent les uns après les autres et disent la même nouvelle, c'est qu'il y a peut-être un scoop. Donc surveille ça, mais tu ne me réveilles que si tu as une idée et si vraiment c'est important. Parce que si c'est pas important, je te vire de m'avoir réveillé à 2h du matin. Et là, il y a un paquebot qui est pris en otage à 100 km de Rio de Janeiro. À l'époque, c'était les avions que l'on prenait en otage comme ça. Là, c'était la première fois que c'était un bateau. Personne n'arrivait à approcher le bateau qui était un peu perdu, qui avait tout coupé, tous ses radios, etc. Et moi, je me souviens, j'étais à l'époque très copain avec le champion du monde de parachute.
Et je dis, peut-être que lui, il est capable d'atterrir sur le truc. Je l'appelle. Il me dit, mais moi, s'il n'y a pas de vent, je peux le faire. Il vient tout de suite à match. J'appelle Théron, qui me dit, génial, tu as eu l'idée qu'il fallait. Et j'ai fait ma première double de match et ma première couverture de match. Grâce à cette idée. Alors, il y a une autre personnalité du monde des médias et de la presse en France qui va être importante pour vous, c'est Pierre Lazareff. Pierre Lazareff, c'est lui qui va vous conseiller de vous lancer dans la publicité justement après votre service militaire que vous finissez par faire. Absolument. Moi, j'ai fait le tour après, quand j'ai dû quitter Paris Match. Je suis parti faire mes 2 ans de service militaire à Alger. J'étais d'ailleurs le rédacteur en chef du Paris Match militaire qui s'appelait TAM. Et dans ma chambrée, il y avait Philippe Labro, l'écrivain. Il y avait comment il s'appelait, Depardon, et il y allait le roi du théâtre, Francis Weber. Bon, ça faisait une belle équipe, quoi. Et tous ensemble, on a fait le journal. Je suis revenu, je suis allé voir Pierre Lazareff parce que je rêvais du grand journalisme, etc., qui m'a pris. On a fait un journal ensemble qui s'appelait Vive les vacances. Et quand j'ai eu 30 ans, il m'a invité pour mon déjeuner de trentenaire. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux prendre la rédaction en chef de François parce qu'il faut que je change? Est-ce que tu vas aller aider ma femme sur elle parce qu'elle perd un peu les pédales? Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas très bien. Il dit, mais tu ne devrais pas rester dans la presse. François va mourir. Il m'a dit ça alors que François tirait à 1 million d'exemplaires. Il y avait une page, une ligne sur la manchette qui disait le seul quotidien français qui tire à 1 million d'exemplaires. Il m'a dit, va dans 2009, va dans la pub. Oui. Et moi, qui était vierge, effectivement, un petit peu à cette époque. Et alors vous l'ai écouté et j'ai démarré dans ce métier dont je ne connaissais strictement rien. Mais est-ce qu'il y avait besoin vraiment d'y connaître quelque chose? Moi, j'ai découvert le mot marketing 2 ans après. Pour dire combien j'étais dans les limbes. Non, mais ça a été ma chance. Parce que moi, ce que j'ai fait dans la publicité, j'ai fait du François, c'est-à-dire des gros titres qui étaient des slogans. Et j'ai fait du Paris Match, c'est-à-dire du choc des... Alors vous fondez une agence, donc l'agence RSCG, avec plusieurs amis, avec Bernard Roux. Oui. Il y aura Alain Kézac aussi qui va vous rejoindre, qui sera un futur président du PSG aussi notamment. Jean-Michel Gaudard, évidemment, qui a piloté plusieurs campagnes présidentielles, celle de Chirac, celle de Sarkozy. On est au milieu des années 70 à ce moment-là. Est-ce que c'est très très différent de faire de la publicité pendant les années 70 par rapport à en faire aujourd'hui, ou est-ce que c'est à peu près les mêmes règles? À la fois, il y a une chose qui n'a pas changé, et en mes 70 ans de pub, je n'ai jamais vu changer, c'est que la publicité restera d'avoir une idée. Et on peut mettre tous les robots du monde, les uns après les autres, en train d'essayer de trouver une idée. Il n'y a que l'homme qui sait trouver l'idée qui fait la différence. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus important dans la publicité, ça peut être un créatif ou ça peut être n'importe qui d'autre dans l'agence. Dans une agence, tout le monde doit être créatif. Celui qui trouve l'idée qui va déclencher le désir, qui va déclencher les ventes et qui va bâtir une marque. Donc ça n'a pas changé. Mais ce qui a terriblement changé, ce sont les médias. Parce que moi, j'étais là, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet, de numérique. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien que... l'écriture et le cinéma. Ce que je veux dire, c'est que ça change l'écriture de la publicité, les moyens, les médias. Voilà. Mais moi, comme j'étais titreur à François, je me souviens qu'un jour, Pierre Lazareff nous dit le titre est nul, il faut changer de titre pour l'édition du soir, l'édition qui sortait à 14h. Alors on était 2 ou 3 autour de lui. Il dit, écoutez, vous avez chacun 5 minutes pour me trouver une idée. Donc on prend tous un crayon, etc. Moi je monte mon idée, Pierre Lazareff se pince le nez, etc. Et lui, il avait écrit sur un morceau de papier, boum, sur 8 colonnes. C'était le jour le plus froid de l'année. Il venait d'inventer la météo, qui est le contenu le plus répandu dans le monde. Il n'y a pas un journal du monde, une télé du monde, une radio du monde qui ne donne pas la météo. C'est Pierre Lazareff qui l'a inventé. Alors, en 1991, là on est encore quelques années plus tard, RCSG fusionne.
ça va devenir un géant, Havas. Vous en devenez d'abord le vice-président et vous allez participer à, alors vous dites 1500, peut-être plus, campagnes publicitaires, une vingtaine aussi de campagnes présidentielles. Est-ce que la politique a été très importante pour vous dans votre travail et quelle différence vous faites entre faire la campagne d'un candidat et faire la campagne, par exemple, d'une marque de lessive? Elle a été très importante parce qu'il s'agissait de François Mitterrand, qui était un président au-dessus des autres, qui, là aussi, m'a choisi. Je n'avais rien demandé. Je me demandais même si j'avais m'étais préparé à une campagne politique. J'étais allé voir l'état des lieux en Angleterre, l'état des lieux aux États-Unis, qui avait 10 ans d'avance sur nous. Mais je n'avais jamais fait de campagne de ma vie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a choisi. Il me dit, moi, je ne veux pas un publicitaire, je veux quelqu'un de neuf, de différent. Non. Et c'est lui qui m'a fait petit roi de la publicité, alors que tous les journalistes à l'époque disaient que je l'avais fait élire. Non, pas du tout. Il y avait Jacques Attali aussi, peut-être, qui devait peut-être vous connaître, qui le conseillait à l'époque. Mais il ne s'occupait pas de la communication. Moi, j'avais dit à François Mitterrand, moi, je suis tout à vous, je vais tout abandonner pour vous. Mais une campagne, c'est les yeux dans les yeux. J'avais appris ça des Américains. Donc, pour moi, il ne faut pas de socialiste dans la pièce. Il faut que j'en sois. Et il m'a dit, mais écoutez, on va se voir tous les lundis matins, de midi à 1h, et on sera seul. Et tout a failli capoter. Et il a beaucoup travaillé d'ailleurs. C'est un de ceux qui a le plus travaillé pour changer son langage, changer son image. C'est ce que vous l'avez expliqué un peu? Bien sûr, pour changer de tenue. Parce qu'il était habillé par un tailleur de la rive droite. Je lui ai dit non, prenez un tailleur de la rive gauche avec des choses plus soyeuses, des couleurs plus réjouissantes, brunes, d'automne, bon, un peu de fantaisie. Je lui avais acheté une grande écharpe rouge, etc., qui traînait presque par terre. Bon, je me souviens qu'il avait 2 surnuméraires, 2 dents qui étaient comme ça, qui faisait qu'il n'osait pas sourire parce qu'il avait un sourire un peu félin. Un peu carnassier. Un peu carnassier. Et donc, dans les débats télévisés, il était très handicapé parce qu'il fallait qu'il pense en permanence à ne pas sourire. Ce qui lui faisait oublier ce qu'il avait à dire. Alors que pour certains, c'est le contraire. On leur demande de sourire. Exactement. Et donc, j'ai osé. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis désolé de vous dire une chose, il faut changer de tailleur et il faut changer de dentiste. J'ai cru que le plafond allait me tomber sur la tête. Il est devenu blanc, pas un mot. La fois d'après, il avait rasé son numéraire, il avait retrouvé son sourire. Et d'ailleurs, c'est lui qui a gagné le premier match avec Giscard d'Estaing. Alors, les publicitaires en politique, ils ont parfois le rôle un petit peu aussi de conseiller en communication. C'était votre cas aussi, par exemple, avec François Mitterrand? Oui, c'était mon cas. Et puis après est arrivé un spécialiste politique, parce que moi je n'ai jamais rien compris à la politique. D'ailleurs, j'avais dit à Mitterrand, vous savez, je ne connais pas la politique. Il me dit, c'est pas grave. Pendant notre heure que nous passons ensemble, la première demi-heure, je vous apprendrai la politique, et la deuxième demi-heure, vous m'apprendrez la communication. Bon, comme ça, c'était... Et au bout de la troisième fois, il a dit, on arrête tout, vous ne connaîtrez jamais la politique, mettons tout sur la communication. C'était équilibré, alors comme ça. Alors vous avez fait aussi la campagne de beaucoup de chefs d'État étrangers, controversés d'ailleurs, parfois chefs d'État africains comme Omar Bongo, comme Paul Biya au Cameroun. On me prête tous les présidents américains, africains de la Terre. Je n'ai fait que 2 campagnes, moi, en Afrique. À la demande de François Mitterrand, c'est pour Abdou Diouf. Abdou Diouf, au Sénégal. Au Sénégal. J'ai jamais vu les autres dictateurs. Je connais même pas ces pays, je n'y suis jamais allé. Alors, est-ce que vous êtes défini un temps comme mitterrandien? Plus tard, vous avez aussi avoué n'avoir finalement aucune conviction politique. Et vous avez dit, à l'exception des extrêmes pour lesquels j'ai toujours refusé de travailler, je me moque pas mal des idées de ceux que je conseille. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse chez eux? Non, moi je pars du principe que je n'ai jamais adhéré à un parti politique ou jamais adhéré à une cause politique parce que je ne crois qu'au parti des idées. Et donc,
j'ai toujours pensé, ce que Macron réalisera, que la France, elle devait être de droite et de gauche. Et moi, ce qui m'intéressait dans une campagne électorale, c'est de choisir celui qui pouvait le plus faire avancer mon pays, et le faire avancer vers la modernité, le faire avancer vers la créativité, le faire avancer vers la communication, le faire avancer sur tout ce qui bougeait le monde. Donc, c'était François Mitterrand, mais tout aussi bien Jospin, mais tout aussi bien Sarkozy ou Emmanuel Macron. Donc, mon choix, c'était le choix de l'homme qui va le plus faire avancer la France dans le bon sens. Alors, la publicité, c'est le rêve. Vous dites que le journalisme, c'est les faits. La publicité, c'est le rêve. C'est les faits. Mais est-ce que c'est pas avant tout la publicité vendre ? Les journalistes, ce sont les faits. Voilà. La publicité, c'est les faits. Mais alors, les faits, oui. Mais quand vous dites la publicité aussi, c'est le rêve. Est-ce que c'est le rêve à condition qu'on vende ? Parce que le but d'une publicité, avant tout, c'est de faire vendre. Et c'est tout, non ? Non, le but de la publicité, c'est de créer une marque durable. 75% des marques que l'on a utilisées au XXe siècle sont mortes avec le siècle. 75% des marques qu'on utilise aujourd'hui vont mourir avec le siècle. Donc mon métier à moi, c'est pas simplement de vendre des yaourts et des voitures. Mon métier à moi, c'est que Danone et que Citroën existe encore dans 50 ans, dans 100 ans. Et pour ça, c'est le Dalai Lama qui m'a donné la clé. Un jour, François Mitterrand m'a invité à dîner avec lui, il nous a raconté une histoire. Il me dit, c'est un vieux bonze qui donne à son jeune disciple sa première leçon de philosophie et qui lui dit, réfléchis bien, réponds-moi, quel est l'envers du blanc? Le noir? Non, réfléchis. Deuxième question, quel est l'envers du jour? Là, le jeune moine réfléchit et dit, maître, il n'y a qu'une réponse, c'est la nuit. Bravo, très bien. Troisième question, réfléchis bien, quel est l'envers de la vie? Le jeune blond se dit, mais l'envers de la vie, c'est la mort. Tu n'as rien compris. L'envers de la vie, c'est la naissance. Chaque jour doit être une piqûre d'éternité, une piqûre de jouvence. Et finalement, nous, les publicitaires, nous pouvons rendre les marques immortelles. Nous restons d'humbles mortels, mais nous pouvons rendre les marques immortelles à condition de les charger, de les nourrir de la seule chose qui soit éternelle dans le monde, c'est-à-dire l'âme. Et mon métier, c'est de donner une âme aux marques. Alors, donner une âme, c'est aussi parfois l'objectif qu'on assigne à l'art. Vous considérez que la publicité peut être un art, pas un art premier, mais un art second. Quelle est votre définition de l'art? Alors, parce que la publicité, on peut admettre que ça puisse être de l'art, une très belle publicité, un très beau film, mais ça reste avec un but de vendre, alors qu'un tableau... Oui. Ou on va dire Wagner ou Mozart ou n'importe qui quand il compose si vous imaginez que Picasso faisait des tableaux pour ne pas les vendre, vous vous trompez complètement, parce qu'il faisait des tableaux que pour les vendre. Et d'ailleurs, c'est normal, tous les artistes ont besoin de vivre de leur art, et donc ils font des peintures, des musiques, justement pour les vendre, ce qui n'enlève rien à leur talent. Au contraire, c'est simplement quand ils rencontrent le public qui s'expriment encore mieux leur talent. Donc, la publicité est un art parce qu'elle utilise tous les arts. La publicité, elle utilise la musique, elle utilise l'image, elle utilise les mots, elle utilise le figuratif, elle utilise tous les arts possibles. Et donc, finalement, c'est le résumé de tous les arts. Et alors, qui sont les grands artistes de la publicité? Moi, j'ai créé à l'époque le premier musée de la publicité, à côté des grands musées parisiens. Qui sont les grands artistes, selon vous, de la publicité? C'est difficile parce qu'ils ne sont pas connus. L'homme qui a inventé la publicité, la créativité en publicité, est un Américain qui s'appelle Bill Bach. Son agence s'appelle DDB. Son agence est toujours là. Lui, il nous a quittés. Et je me souviens que moi, je prenais 2 fois l'avion par an, uniquement pour aller le voir, avoir un rendez-vous, un petit déjeuner avec lui à New York. Et la dernière fois que je l'ai vu, il est mort quelques mois après. Je lui ai dit, écoute, moi maintenant je commence à devenir une grande agence, quel est le conseil que tu me donnes? Il dit, toi tu n'auras qu'un métier à faire,
faire régner dans tes agences l'esprit créatif. Et la publicité, c'est en ça que c'est un art, c'est qu'elle fait rêver les faits créatifs, comme d'ailleurs les peintres réunis ensemble font régner l'esprit créatif, ou les peintres, ou les musiciens, ou tous les artistes du monde. Alors, qu'est-ce qui fait que la différence, selon vous, entre une bonne publicité, un bon publicitaire et un publicitaire qui va pas trouver sa cible, qui va rater sa publicité, qui va faire qu'elle est inefficace? C'est pour ça, une publicité, elle doit vendre. Il ne faut pas avoir le complexe de ça. Elle est là pour vendre, parce que sinon, si elle ne vend pas, le client va se détourner de vous et vous allez mourir de faim. Donc, la première réalité, c'est de vendre, mais ça ne suffit pas. Il faut lui donner une âme, et ça ne suffit pas. Il faut que la publicité, qui a la mission de déclencher les nouvelles vagues sociales ou sociétales. Il faut que la publicité soit un accompagnateur, un défricheur du futur. Qu'elle sache anticiper sur l'époque, un petit peu? Exactement. Pas trop. Parce qu'il ne faut jamais dépasser 2 ou 3 ans d'anticipation, sinon personne ne vous suit, personne ne vous comprend. C'est pour ça que je crois que, par exemple, la théorie de Elon Musk qui voudrait remplacer les publicitaires par... ordinateurs, oui, ChatGPT. Par des robots, se trompe complètement, parce que les robots ne font que reproduire le passé. Et ils font une sorte de soupe au lait du passé, ils font des campagnes qui sont correctes, mais complètement traditionnelles et qui ne sortent pas du lot. Or, la publicité, c'est détonné. Un jour, Cocteau a rencontré Daguilef, le danseur. Il lui a dit, mais quelle est la définition de ton art? Et Daguilef lui a dit, étonne-moi. Ah non, lui dit Cocteau, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la poésie. Et moi je dis au musée, Cocteau, au musée, le danseur. Cette définition, c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la publicité. La publicité, elle doit d'abord étonner. En faisant très attention de ne pas détonner, c'est-à-dire de ne pas déconner, de ne jamais aller trop loin pour que le public soit avec vous et pas contre vous. C'est la grande différence avec la politique, qui, elle, n'a pas de borne et elle se fiche éperdument de la répercussion de ce qu'elle va dire, pourvu d'être entendue. La publicité, elle doit faire toujours très attention d'être entendue par le plus grand nombre de personnes de votre cible. Alors justement, dans ces cibles, parfois on pourrait penser qu'il y a une publicité différente selon les nations qui ont des identités parfois différentes. Est-ce qu'il y a une publicité à la française, une publicité italienne, américaine? Absolument, et c'est la publicité pour laquelle je me bats depuis maintenant 60 ans. Il y a 3 types de publicité. Il y a la publicité anglaise qui part de la tête pour toucher le cœur. Elle est toujours un peu intellectuelle. D'accord. Il y a la publicité latine, la publicité française, la mienne, qui fait le chemin inverse. Elle part du cœur pour toucher la tête. Elle est toujours un peu sensible, un peu émotionnelle. Et puis il y a la publicité américaine qui part de la tête pour toucher le portefeuille. Celle-là, elle est bullshit. Celle-là, il faut la laisser aux Américains. Il ne faut jamais y toucher. Sur nous, ça ne marche pas. Elle ne pense qu'au pognon. Alors que nous, les Latins, on pense évidemment qu'il faut vendre, mais qu'il faut vendre avec du cœur, avec de l'émotion, et que ce qui différencie la publicité française, c'est que justement, c'est une publicité d'amour et pas de haine. Alors on va terminer cette émission avec le questionnaire des médias. Le questionnaire des médias, le concept est assez simple. Je vous pose des questions pour essayer de comprendre votre consommation et vos habitudes en termes de consommation des médias. Alors, est-ce qu'il y a un réseau social que vous utilisez particulièrement? Non. Non. Est-ce qu'il y a une chaîne de télévision que vous regardez plus qu'une autre? Non, je regarde chaque télévision pour l'émission que j'aime dans cette télévision. Et alors une émission par exemple que vous regardez régulièrement? Mais d'abord, mon émission préférée, c'est le foot. D'accord. C'est d'abord et le rugby, parce que je suis à la fois, moi je suis du pays du rugby, donc j'ai le même bonheur. Supporter de quel club? Moi, de Perpignan. Perpignan. L'USAP. J'ai été président d'ailleurs pendant 1 an et demi de l'USAP. Ils sont en top 14 cette année, l'USAP?
Ils essayent. Ils essayent. Bon, parfois, ils ont du mal. Bon, mais on les aime, et moi plus que tout. Mais après, je m'attache à l'émission de Léa Salaney, qui est la nouvelle émission qui bouge. J'adore la quotidienne. Vous regardez je suis très éclectique. Régulièrement. Est-ce qu'il y a une station de radio que vous écoutez dans votre voiture ou chez vous le matin Oui, moi j'écoute Europe numéro 1 parce que c'est la radio du groupe. C'est une radio qui a beaucoup souffert, qui a été très malade et qui est en train d'être soignée parce qu'il y a de plus en plus de talents qui sont en train de rentrer dans la chaîne. Et je pense que c'est une chaîne qui va réapparaître. C'est la chaîne de ma jeunesse. Moi. Je n'écoutais qu'Europe numéro 1 quand j'avais 20 ans, qui venait de naître, c'est Gorini qui venait de l'inventer. Donc, quelle est la publicité qui vous a le plus marqué ? Ou dont vous êtes le plus fier et que vous avez... moi, la publicité dont je suis le plus fier, évidemment, c'est la publicité de François Mitterrand. Génération Mitterrand à la fois Génération Mitterrand, qui est encore plus technique que La Force tranquille. Génération Mitterrand, c'est un exploit parce que Mitterrand m'a dit il faut que vous fassiez une campagne pour moi, mais aussi pour Occar. Parce que je ne suis pas sûr de me présenter. J'ai dit, président, je ne peux pas faire une fusion pour une voiture et pour un yaourt. Il m'a dit, écoutez, là, vous avez des idées, trouvez. Et c'est là qu'est née Génération Mitterrand, qui servait à Rocard, qui servait à Mitterrand. Où pour la première fois, il y a eu une publicité présidentielle où il n'y avait pas la tête d'un président, puisque ça pouvait être l'un ou l'autre, mais la main d'un président, avec derrière la main de ma petite fille dans l'image de Michel-Ange de la transmission. Et on va se quitter là-dessus. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Jacques Séguéla de nous avoir partagé votre expérience et votre analyse des médias. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À très bientôt. Radio J.